Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de l'interview juridique du mois, émission qui vous est proposée par FDV TV en direct de l'université Jean Moulin Lyon 3. Alors comme vous le savez, elle consiste en l'approfondissement d'un point de droit d'actualité par un spécialiste et ce mois-ci, c'est le droit international public qui a retenu notre attention en raison des derniers événements qui se sont produits en Libye et plus particulièrement bien sur le plan juridique, à savoir l'adoption par le Conseil de sécurité le 17 mars dernier d'une nouvelle autorisation de recours dérogatoire à la force et en même temps d'une ordonnance portant mesures provisoires à l'encontre de la Libye, donc adoptée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le 25 mars 2011. Alors, pour nous entretenir à ce sujet, nous sommes ravis d'accueillir le professeur Doumbé Billé. Donc, vous êtes professeur à l'université Jean Moulin Lyon 3, où vous dirigez le Centre de droit international et également le Master 2 de droit international public. Alors, Stéphane Doumbé Billé, bonjour. Bonjour, Céline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'usage veut que 3 questions vous soient posées. Alors, je commencerai par un aspect législatif. Dans un premier temps, donc, cette autorisation de recours dérogatoire à la force, donc adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU le 17 mars 2011, vise à protéger la population libyenne de ses dirigeants. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous préciser le sens exact de cette résolution qui porte le numéro 1973 ? Merci beaucoup de cette invitation et pour évidemment le développement du droit international public dans notre université, évidemment. Et pour évidemment le développement, la diffusion des informations juridiques sur ces aspects qui peuvent intéresser évidemment les autres champs du droit. La situation libyenne est d'ailleurs une situation qui est toujours en actualité, n'est pas prête d'en sortir et qui suscite forcément l'intérêt de l'ensemble des juristes. Le Conseil de sécurité a adopté la résolution le 17 mars dernier, la résolution 1975, qui est une résolution assez intéressante d'abord parce que, une nouvelle fois, même si ce n'est pas à l'unanimité, le Conseil de sécurité parvient à exercer ses pouvoirs de coercition militaire en ce qui concerne la situation libyenne, en permettant désormais, compte tenu des difficultés liées au développement interne, du conflit interne en Libye, à imposer d'une part une zone d'exclusion aérienne sur le territoire libyen et il faut le dire aussi, par une résolution qui avait précédé celle-là déjà, à lancer une procédure de saisine de la Cour pénale internationale en ce qui concerne M. Kadhafi. Cette résolution 1975 est intéressante et à la fois ambiguë et ambivalente. Elle est intéressante parce que, à nouveau, après la guerre du Golfe, de 1991, elle permet au Conseil de sécurité d'autoriser le recours dérogatoire à la force, une exception, comme vous le savez, au principe de non-recours à la force dans les relations internationales, mais en même temps, paradoxalement, elle interdit l'utilisation des fantassins, enfin, le recours aux armes du sol, et donc on ne peut protéger, évidemment, les populations civiles que à partir de terriens. Tout le monde voit bien que ceci ne marche pas. Et ça pose d'énormes problèmes dans la situation actuelle qui est figée au point que l'on dit, c'est l'information d'hier, que probablement il faudra revenir à une situation politique. Mais c'est la question des populations civiles qui est ici au cœur des débats, en ce sens que depuis le milieu des années 2000, depuis le début même de ces années, une nouvelle doctrine dite de la responsabilité de protéger a été instituée aux Nations Unies. Il s'agit évidemment de protéger les contre leur propre gouvernement. Alors, est-on arrivé à cela? C'est tout le problème de ce qui se joue actuellement. D'accord. Bon. Sur l'aspect jurisprudentiel maintenant, sur le fond peut-être tout d'abord, quel est l'impact de l'ordonnance qui a été adoptée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui prescrit donc des mesures conservatoires à l'encontre de la Libye? Alors ça, c'est une affaire extrêmement intéressante à deux égards. Tout d'abord, le système africain, le système régional de protection des droits de l'homme et des peuples dans le cas africain est, bien qu'il commence à devenir ancien, assez peu connu et suscite du reste l'intérêt des juristes, des spécialistes de protection des droits de l'homme. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le seul modèle régional dans lequel les droits de l'homme que l'on a tendance à généraliser aujourd'hui sous le nom de droits fondamentaux, sont ici accolés étroitement
aux droits des peuples. Bon, on laissera de côté la question de savoir ce que sont effectivement concrètement les droits des peuples, mais c'est un mécanisme assez original qui s'est mis par la suite au diapason des autres systèmes régionaux. Le système le plus connu, le système de référence en quelque sorte, étant le système de la Convention européenne des droits de l'homme des peuples, mais également le système interaméricain. Ce système permet désormais à une cour de venir garantir l'effectivité des droits proclamés dans la charte africaine. Mais on s'accorde, et on l'a bien vu à de nombreuses reprises, sur le fait que ce mécanisme reste relativement flou, presque en dormance, si j'ose dire. Pourquoi? Parce que tout simplement, le système de filtre à travers la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui filtre l'accès à la Cour, est resté bien présent, ce qui permet aux dirigeants africains en réalité de contrôler l'accès à la Cour. À cet égard d'ailleurs, après que le protocole relatif à l'entrée en force de la Cour ait été activé, soit entré en vigueur, la Cour a rendu enfin un arrêt concernant l'affaire Hissène Habré, et chacun pourra voir sur le site de la Cour que cet arrêt apparaît véritablement comme un non-arrêt, parce que tout simplement pourquoi? Parce que évidemment la Cour, un peu comme dans le système européen auparavant, a mis en place un mécanisme d'autorisation préalable des requêtes individuelles, et il est apparu en effet que le requérant, qui est un ressortissant sénégalais, ne bénéficiait pas en réalité. Mais il semble bien que, d'ailleurs, la procédure a bien montré que le Sénégal n'a pas mis en cause l'idée qu'il n'avait pas souscrit à cette autorisation de requête individuelle. Et la Cour ici aurait pu tout de même faire jouer le principe d'apparence et considérer qu'en continuant la procédure, le Sénégal se considérait comme lié par cela. Or, de nombreux esprits se sont accordés pour indiquer que manifestement la Cour était morne, sans compter le fait que des réformes sont intervenues par la suite qui tentent à fusionner cette Cour africaine des droits de l'homme avec une Cour plus large, qui est la Cour de justice de l'Union, qui devrait donc devenir dans quelque temps la Cour de justice de l'Union et des droits de l'homme et des peuples, dans laquelle la protection la garantie des droits de l'homme ne sera qu'une des sections. On s'accordait donc pour penser que, une fois de plus, le système africain allait entrer dans une zone de turbulence. À cet égard, la situation libyenne, précisément, que vous évoquez tout à l'heure, montre bien que il est possible que la Cour réagisse, puisque à l'unanimité, le 25 mars dernier, vous avez rappelé la date, elle a utilisé les pouvoirs qu'elle tient de son règlement intérieur et du protocole portant création de la Cour, à la requête évidemment de la Commission africaine des droits de l'homme, qui elle-même a été saisie lors de sa session de Banjul là, en fin février, début mars dernier, a reçu de nombreuses plaintes de la part de ressortissants libyens contre leur propre gouvernement. La Cour a décidé à l'unanimité ce que l'on pourrait appeler l'indication de mesures conservatoires, qu'on appelle dans le langage de la Cour des mesures provisoires, pour donner 15 jours à la Libye pour faire cesser toutes ces violations. Il me semble que 15 jours sont déjà passés et on ne voit guère ce que la Cour peut faire à cet égard. Mais ceci demande une réflexion générale sur l'action concrète de l'organisation continentale à la promotion du droit et à la garantie des droits africains. Oui, donc vous sembliez un petit peu rappeler sur la forme que finalement cette décision, cette ordonnance prise par la Cour permettait quand même de rasseoir un petit peu son autorité. Oui, il me semble que la décision a été, par le fait qu'elle a été prise à l'unanimité, elle sera très largement, j'en suis persuadé, approuvée, même si on ne voit pas très bien comment concrètement la Cour pourra faire, parce qu'on voit bien que la Libye n'a pas sacrifié évidemment à ce délai de 15 jours de suspension de toute mesure à l'encontre de la population civile. On sait cependant depuis dimanche 10 que dimanche 10 dernier, on sait désormais que la Libye a accepté la feuille de route d'un groupe de personnalités de l'Union africaine. Mais ceci paraît être aussi une mesure pour permettre de se situer par rapport à l'action internationale qui se développe sous la résolution 1975. Donc il faudra encore attendre un petit peu pour avoir de nouveaux événements. Sans doute. Ouais.
Bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour l'ensemble de ces éclaircissements, alors qui auront permis à nos auditeurs et internautes de pouvoir mieux appréhender ces questions. Alors, par contre, pour celles et ceux qui souhaiteraient bien en savoir davantage, vous venez de créer donc une chronique de droit international, donc qui traite des aspects à la fois internes, internationaux, européens, comparés, donc du droit ainsi que des relations internationales. Alors, je crois que ça devrait être publié sous la forme d'articles, il me semble, sur le site de la faculté de droit virtuel. Donc, merci en tous les cas d'être venu sur notre plateau. Et puis, bien, quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain, bien, pour une nouvelle interview juridique du mois. D'ici là, n'oubliez pas de laisser libre cours à votre curiosité.